Amis de Sirop, bonjour. Je vous ai parfois fait des vidéos qui sortent un petit peu du cadre de ce que je fais habituellement sur la chaîne, qui sont, on va dire, des réflexions personnelles sur différents sujets. Il y a un an, je vous avais fait, au début des vacances, une petite vidéo sur la réussite des projets, avant un petit peu sur l'entropie du labo, et tous les problèmes de rangement et ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'ai même fait, parce que c'est une demande que j'ai eue de certains internautes, même une playlist qui s'appelle maintenant Pistes de réflexion, qui justement regroupe un petit peu ces vidéos qui sortent un petit peu, on va dire, du cadre. Le but de ces vidéos, bien sûr, c'est juste voilà, un instant T, de partager avec vous quelques réflexions sur des divers sujets, généralement quand même en rapport avec ma chaîne. Et comme ça, voilà, c'est intéressant parce que de voir après les réactions dans les commentaires. Et puis voilà, c'est un petit peu, on va dire, pour vous donner matière à réflexion. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Il arrive assez souvent dans les lives ou autres que des internautes me demandent mais qu'est-ce que j'ai prévu de faire de tout mon laboratoire là, le jour où je passerai l'arme à gauche. Alors c'est un peu bizarre quelque part comme question, et voilà, je pense que derrière il y a aussi l'idée, je veux dire, voilà, je serai peut-être candidat à la récup si ça arrive. Alors, je vais être franc avec vous, d'un point de vue purement on va dire, sentimental, j'en ai rien à battre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, bien sûr, tout le matériel qui est ici, il y a quand même une certaine valeur financière. Je pense que ça pourra intéresser mes héritiers de les vendre éventuellement de façon intéressante. Mais voilà, je veux dire, à part ce côté, on va dire, purement mercantile, on va dire, il n'y a pas vraiment, pour moi, d'attachement, je veux dire, sentimental à une certaine notion de pérennité. Alors justement, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler de la pérennité un petit peu des objets. Alors on va parler de la pérennité un petit peu des objets en général, mais particulièrement des objets, on va dire, technologiques, en rapport un petit peu avec ma chaîne, et sur différents types de durées, sur des durées relativement courtes, on va dire inférieures à 150 ans à peu près, et sur des durées beaucoup plus longues. Alors, pour démarrer, je vous propose de faire un petit exercice très simple à faire. Vous pouvez faire mentalement, ou pourquoi pas avec une note, un stylo et un crayon. Notez tout ce que vous avez chez vous, en votre possession, qui vous viennent de vos parents directs. Ensuite, notez tout ce qui vient de vos grands-parents. Ensuite, de vos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et vous allez vite constater, généralement, que cette liste, elle n'est pas si grande que ça, et que passer 2 ou 3 générations, généralement, elle se réduit à peau de chagrin. Il peut bien sûr y avoir des exceptions, des gens qui se transfèrent des super collections, des super trucs, mais en règle générale, et j'ai fait un petit peu ma petite enquête par rapport à ça, il y a très très peu d'objets. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que finalement, les objets, ils durent pas tellement longtemps dans le temps. On voit que sur les générations, la transmission de ces objets est finalement très très faible. Et elle est d'autant plus faible que maintenant, déjà même, je veux dire, au sein d'une génération, finalement, on garde relativement peu d'objets. Sur la même liste, essayez de noter tous les objets que vous avez maintenant. Alors, ça dépend de votre âge, mais imaginez, je sais pas, vous avez, je sais pas, 40 ans. Notez déjà tous les objets que vous avez encore, que vous aviez quand il y a 20 ans, et vous verrez que même cette liste, elle n'est pas énorme. Alors, pourquoi alors, il y a plusieurs raisons à ça, et je pense que c'est aussi quelque chose qui a évolué un petit peu dans le temps. Alors déjà, bien sûr, il y a la nature des objets en eux-mêmes. Bon, il y a des objets périssables, il y a des objets qui s'usent, donc ces objets-là, généralement, voilà, on ne les garde pas, simplement parce que, à la limite, ils ne fonctionnent plus. On va aussi revenir pour les objets technologiques. Il y a aussi des objets dont la fonction est désuète. Si vous aviez un arrière-grand-père qui, je sais pas, moi, était cocher et s'occupait des chevaux, si vous n'avez plus de chevaux, ou voilà, il n'y a plus vraiment raison forcément de garder ces objets. Ensuite, bien sûr, il y a la notion de place. C'est quelque chose qui a, relativement, alors je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais je veux dire, dans la mesure où il y a quand même une énorme migration de la population vers les villes. Dans les villes, souvent on habite dans les appartements où la place est comptée. Ce qui veut aussi dire qu'on ne peut pas garder un très grand nombre d'objets et que généralement on va se limiter à ceux qui sont le plus utiles et on ne va pas forcément garder des choses que l'on n'a pas réellement l'usage. Et puis il y a une autre notion qui est arrivée aussi, c'est la notion d'abondance. C'est que je pense que dans le temps, il y avait relativement peu d'objets, il y a des objets qui coûtaient cher. Donc une fois que ça rentrait, je veux dire, dans le patrimoine familial, c'est des objets qu'on allait essayer de garder le plus longtemps possible dans la mesure où les remplacer, c'est coûter cher. Or maintenant, on n'a plus ça du tout. Il y a des tas d'objets dont le prix est devenu dérisoire par rapport à avant,
et dans lequel on a une énorme abondance. Dans le temps, par exemple, je sais pas, on avait des couverts en argent, des trucs comme ça coûtait cher, c'était des trucs qu'on avait eu dans les listes de mariage, on gardait ça précieusement. Maintenant, on va chez Ikea et on s'équipe toute la cuisine pour 35 euros, on a la super ménagère, quoi. Donc ça permet de changer plus rapidement et ça a aussi baissé, on va dire, quelque part la valeur des choses, ce qui fait que il y a beaucoup moins, à mon avis, de transmission. Donc voilà, déjà toutes ces notions-là font qu'on garde quand même beaucoup moins d'objets, on va dire, de ce qu'on a. Moi, dans mon cas personnel, j'ai déjà eu des réunions avec mes frères pour se partager des objets suite à des héritages. Puis en fait, on s'est aperçu de quoi? C'est que sur le grand nombre d'objets éventuellement qu'il y avait, il y en avait 5 ou 6 ou 10 maximum auxquels on était attaché. Alors soit aussi parce qu'ils avaient une valeur financière, soit simplement parce qu'ils représentaient quelque chose, on va dire d'un point de vue purement sentimental. Et ces objets-là, bon, voilà, on se les a partagés. Mais derrière, il y avait 80% de ces objets, en fait, personne n'en voulait. Et ils ont fini donnés, ils ont fini aux Emmaüs, à la benne, enfin, je ne sais où. Et c'est parce que, voilà, personne n'en avait réellement besoin et personne n'avait même la place pour les stocker. Donc voilà, ça explique aussi ce fait que, finalement, sur ces objets, sur ces biens matériels, il n'y a pas une très très grande transmission. Alors si on se limite un petit peu maintenant aux objets un petit peu technologiques aussi, il y a plusieurs choses aussi qui font qu'ils ne vont pas forcément avoir une très grande pérennité dans le temps. Déjà, il y a la complexité. Plus un objet est complexe, plus, je veux dire, il risque de s'abîmer, il risque de ne plus être réparable. Ce qui fait que si on regarde bien, je veux dire, voilà, j'ai plus de chances d'avoir un couteau, d'avoir un marteau, par exemple, de mon arrière-grand-père, que d'avoir une montre en bon état, par exemple. Parce qu'un marteau, c'est quand même quelque chose de très simple, et au pire, il est même facilement réparable. Alors qu'une montre mécanique, il faut quand même la garder avec soin, il faut éventuellement la lubrifier, il faut de temps en temps la nettoyer. Et voilà, ça nécessite quand même une certaine maintenance. Donc il y a cette notion-là, il y a la notion bien sûr de fragilité, à mesure où plus des objets vont comme ça durer dans le temps, plus on va les bouger, plus ils vont subir des déménagements, des choses comme ça, et il y a des grandes chances qu'ils se cassent. Exemple vécu, par exemple, j'ai encore chez moi l'armoire normande qui date d'un de mes aïeuls. C'est des armoires qui étaient très costauds, qui étaient faciles à démonter. D'ailleurs, c'est des bijoux d'ébénisterie, il n'y a pas de vis. C'est mis qu'avec on va dire, des chevilles et des choses comme ça. Alors que si on prend le meuble But ou Ikea, généralement, on le monte une fois, on le démonte une fois, ou même si on essaye de le bouger, même une fois qu'il est monté, généralement, ça se pète et tout. Ça veut aussi dire que voilà, ces meubles-là, ils ont quand même une fragilité telle que de toute façon, ils ont peu de chances de survivre à des grandes manipulations. Ensuite, une autre raison qui fait que des fois ces objets, on ne peut pas les garder, c'est la disponibilité des consommables. Mon père avait des caméras, par exemple, qui utilisent des films qui sont maintenant quasiment introuvables. Ça veut dire que même si je voulais encore garder cette caméra et l'utiliser, j'aurais un mal fou à trouver des consommables. On va retrouver ça, les premiers systèmes de photocopie, par exemple, qui utilisaient des espèces de cartouches spéciales. On n'a aucune chance de trouver ça, et ainsi de suite. Voire même, rappelez-vous, les petits appareils photo instamatiques. Mon premier appareil photo, c'était un truc comme ça. Et ça nécessite des cartouches de film. Je suis pas sûr qu'on les trouve encore. À mon avis, on les trouve plus. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a des appareils, de toute façon, ils seront inutilisables dans la mesure où on ne trouvera plus les consommables associés. Ensuite, il y a bien sûr l'évolution technologique. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo de réflexion sur l'obsolescence programmée. Ça évolue tellement vite que le problème n'est pas tellement de savoir s'ils fonctionnent ou pas, c'est qu'ils sont carrément obsolètes. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait du rangement dans mon bureau. J'ai retrouvé plein de cartouches Zip et Omega. Ça parlera peut-être à certains, c'est des petites cartouches de 100 mégas. À l'époque, ça avait changé la vie. Ça a changé la vie, ça. Maintenant, 100 mégas, je veux dire, la moindre clé USB fait 16 Go, je veux dire, voilà, plus personne voudrait ce genre de cartouche. Puis en même temps, il faudrait avoir encore un lecteur qui marche. Ça, c'est peut-être encore quelque chose qu'on peut trouver. Mais voilà, je veux dire, c'est aussi des technologies qui sont obsolètes. C'est pareil, dans le temps où il y a eu les premières télécouleurs, par exemple, les télécouleurs, ça coûtait un bras, les premières. C'était vraiment un gros investissement. C'était très lourd, il y avait plein de réglages, il y avait plein de trucs. Et voilà, personne ne voudrait garder maintenant une télé comme ça, à tube cathodique énorme, alors qu'on a des super écrans plats 4K. Et, enfin, voilà, vous avez compris le principe. Là-dessus, finalement, il y a énormément d'appareils dont on s'est séparé, non pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas, mais simplement parce qu'ils ne suivaient pas la marée. Et puis finalement, il y a aussi, de toute façon, le fait que les objets technologiques, ils s'usent. Ils s'usent, ils n'ont pas une durée de vie très très grande, finalement. Alors ça, c'est pareil, j'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo, mais
je veux dire, des composants électroniques, en particulier les semi-conducteurs, je dirais, ils s'usent, je dirais même si on ne les utilise pas. Alors déjà, il faut savoir que quand on a un appareil qu'on utilise périodiquement, comme j'ai dit, il va chauffer. Hein, donc déjà, plus la température augmente, plus ça vieillit rapidement les composants. Donc les condensateurs vont s'assécher, les résistances vont chauffer, refroidir, ça fait des contraintes mécaniques, et ainsi de suite. Ce qui fait que, enfin, il va y avoir des tas de phénomènes qui font que, je veux dire, ça va vieillir. Et même si c'est, je veux dire, bien stocké, c'est bien utilisé, la durée de vie, elle n'est pas si grande que ça. Et puis surtout, les semi-conducteurs, maintenant, de toute façon, ils n'ont pas une durée de vie forcément très très grande. Alors c'est pourtant bizarre, on pourrait se dire, tiens, c'est des cristaux, des trucs comme ça dure assez longtemps. Mais en fait, ça dure pas tellement longtemps, et d'autant moins longtemps que c'est complexe. Si vous regardez maintenant un microprocesseur actuel, je veux dire, la finesse de gravure est telle que le transistor à l'intérieur, il fait que quelques atomes. Ce qui veut dire que par l'entropie naturelle, hein, qui fait que tout système ordonné retourne vers le désordre, de toute façon, il se dégrade. Je dirais même si on le met dans une boîte, dans un tiroir, hein, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas, ces circuits-là, il y a des chances qu'au bout de 10, 30 ans, ils ne fonctionneront plus. Simplement parce que si grâce simplement à l'énergie des rayons cosmiques, des trucs comme ça, ça bouffe un atome ou deux, on va dire, par an, sur un transistor qui fait 10 atomes, hein, ou 2 atomes par an, ça le nique vite. Et voilà, mon beau-père appelait ça le test du tiroir. C'est vrai que par exemple, moi j'ai des composants neufs, hein, que j'ai récupérés ou que j'avais quand il y a de ça 40 ou 50 ans. Et je suis sûr que ces composants-là, quand je les ai eus, ils fonctionnaient. Je ne les ai pas utilisés, je les ai mis dans une boîte, et je le ressors de la boîte, je le branche, et des fois, ils ne fonctionnent plus. Il y a d'autres aussi phénomènes, hein, ce qu'on appelle la migration des porteurs, des transferts, je vais dire, électrolytiques, atomiques, entre les connexions et des choses comme ça. Voilà, ça veut dire que finalement, tous ces appareils qui sont ici, je veux dire, ils ne vont pas durer très très longtemps. Je veux dire, surtout, enfin, si on compare avec une vie d'homme, on peut espérer une durée de vie, je veux dire, entre 10 et 50 ans peut-être, et encore, regardez tous ces tiroirs tectroniques, ces machins, 9 fois sur 10, quand je les allume, là, ils crament. Ils crament parce que les tantales ont séché, ils tiennent plus leur spec, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas vraiment arrangé. Je veux dire, autant maintenant, avec la technologie, on fait des appareils qui sont beaucoup plus performants, hein, des oscilloscopes numériques, des trucs comme ça, mais est-ce qu'ils vont durer plus longtemps? Je pense pas. Je pense que tous ces appareils que j'ai là, d'ici peut-être, s'ils durent 15, 20 ans, voire 30 ans, ça sera un grand maximum. C'est pour ça que se poser la question finalement de leur transmission et tout ça, je veux dire, c'est transmettre un patrimoine qui de toute façon est quand même pas très très pérenne quelque part. Enfin voilà, tout ça pour dire que dans tout notre monde actuel, et la plupart des objets qu'on utilise, c'est plutôt quand même, on est dans un monde quand même d'abondance, certes, mais d'abondance jetable. Alors je sais que la mode maintenant est à faire du durable, des choses comme ça, mais même en recyclant et tout, on ne fera pas des téléphones portables qui dureront 100 ans. Il y a très très peu de chances que ça arrive. Alors déjà, il faudrait aussi que ça évolue plus au bout d'un moment, les normes, les choses comme ça. Alors, on voit qu'on est dans une évolution perpétuelle, la 5G, peut-être après la 6G, la 7G et tout. Donc encore une fois, on tombera aussi dans cette obsolescence qui fait que de toute façon, même s'ils duraient encore, ils deviendraient quand même obsolètes. Alors il y a aussi maintenant quelque chose qui est apparu, avec l'avènement de l'informatique, c'est la pléthore de données. C'est quelque chose que, je veux dire, avant les années 70, enfin, je veux dire, avant l'avènement un petit peu de la micro-informatique, qu'est-ce qu'on avait comme données? C'est-à-dire comme information, on avait les écrits, c'est-à-dire tout ce qui était des livres, tout ce qu'on pouvait éventuellement écrire soi-même, taper à la machine, éventuellement photocopier, et les photos, ou les portraits. Or, c'est quand même des choses qui, alors déjà, ne durent pas forcément longtemps, mais ont quand même une certaine pérennité. La preuve, on a encore des portraits, des peintures qui datent de plusieurs siècles. On a des écrits qui datent aussi de plus de 1000 ou 2000, voire plus, années. On a quand même une conservation de certaines données, parce que justement, s'ils étaient sur des supports qui étaient relativement, je veux dire, peu technologiques, et donc s'ils étaient bien conservés, je veux dire, qui étaient pérennes dans le temps. Mais ça a quand même vachement changé. Maintenant, la plupart des infos qu'on a, on les a sur quoi? On les a sur des disquettes, sur des disques, sur des CD, des choses comme ça. Et tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas pérennes du tout. Alors déjà, si on regarde déjà toutes les données que l'on garde chez soi, on parlera tout à l'heure de cloud, tout ce qu'on a comme données,
Pour pouvoir les garder, il faut quoi? Il faut déjà que le format de données reste lisible, c'est-à-dire que le système qui permet de les lire reste, je veux dire, opérationnel, parce que sinon, vu que c'est des trucs très complexes, si on les perd, on ne pourra pas les lire. Moi, par exemple, je m'étais acheté un QuickTech au début d'Apple, c'était un des tout premiers appareils photo numériques, qui utilisait un format proprio et tout, et toutes les photos que j'ai prises avec le QuickTech, j'ai tardé avant de les convertir dans un format on va dire plus standard, ce qui fait que je les ai toutes perdues. Donc voilà, toutes ces photos, toutes les photos des travaux de ma maison, tout ça, j'ai tout perdu parce que voilà, elles étaient sous un format qui était complètement pas pérenne. Mais on retrouve ça sur le Super 8. Tous les gens qui ont fait des vidéos de vacances, des enfants et tout en Super 8, qui a vraiment pris le temps de les retranscrire sur d'autres choses? Et en plus, généralement, quand ils l'ont fait sur des cachettes VHS, qui elles-mêmes ne durent pas très longtemps. Donc maintenant, on va redigitaliser les cachettes VHS pour les mettre sous des formats MP4 ou autres, et ainsi de suite. Enfin voilà, ça veut dire que toutes ces infos qu'on a, si on veut les garder, qui sont sur des supports technologiques, il faut leur faire suivre l'évolution technologique et les mettre sur des supports qui eux-mêmes ne sont pas forcément pérennes. Voilà. Alors, si on regarde le CD, c'est quand même un truc. Maintenant, les nouveaux ordinateurs, ils n'ont plus de lecteur de CD. Ça veut dire que dans quelques années, ça se trouve, on n'arrivera plus à les lire. En même temps, les CD réinscriptibles qu'on pouvait avoir, ça ne garde pas les infos hyper très longtemps, quoi. Donc voilà, ça veut dire que ça, c'est vraiment un problème aussi, c'est qu'on a plein de données. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a comme des formats qui, je pense, dureront dans le temps, comme le PDF, le JPEG, tout ça. C'est quand même des standards bien établis, je pense que pendant longtemps, on arrivera à les lire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même les garder. Et là, on a d'autres problèmes. On a aussi le problème des volumes. C'est que maintenant, c'est très facile d'avoir des tas d'infos, et on en a tellement qu'on n'arrive même pas à les trier. C'est le cas typique, hein, tout le monde connaît ça. On est en vacances, avec son appareil photo numérique, son smartphone et autres, paf, 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 on mitraille, ouais, ça coûte rien la photo. Chaque photo, elle est en super qualité et tout, elle fait 2-3 mégas, et on se retrouve avec 300-500 photos, et généralement, on va se dire, ouais, je les trierai plus tard, mais on les trie pas plus tard, parce qu'il faut prendre du temps, et on ne prend pas ce temps, ce qui fait que on garde tout. Et alors on garde tout, alors bien sûr, maintenant, il y a du volume, on s'en fout, on se prend une clé, 32 Go, allez, vas-y, je te remplis tout ça de photos. Mais voilà, d'abord ça fait énormément de données, et le jour où on voudra éventuellement les convertir et autres, il faudra aussi je veux dire, avoir des supports qui tiennent la route, ça sera long, il faudra y penser, et ainsi de suite. Ou alors il faudra prendre le temps de faire le tri, mais pourquoi on prendra plus le temps plus tard de le faire comme ça? C'est pour ça que, quand je vois tous ces gens maintenant qui photographient les premiers pas du petit garçon, le premier vélo, les vacances, les machins, en fait, il y a relativement peu de chances que leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants les voient, ces trucs-là. Après, on peut se dire, on les imprime. Mais c'est pareil, les impressions jet d'encre vieillissent relativement. Moi, j'en ai que j'avais imprimé, pourtant sur du papier photo de qualité, ça se conserve pas énormément, pour peu que ça soit un peu à la lumière ou au soleil. Donc, à la limite, je dirais, les papiers photos se conservent même peut-être plus. Et encore, combien de temps va se garder une photo papier, même correctement tirée? Ça va pas forcément se garder hyper longtemps. Donc voilà, ça veut aussi dire que toutes ces données-là, il y a relativement peu de pérennité. Alors en plus, maintenant, la mode, c'est qu'on met tout sur Internet. Alors ça, c'est encore pire, on va dire, au niveau de la pérennité. Parce que ça veut dire quoi? Souvent, c'est stocké sur des systèmes gratuits, gratuits. C'est-à-dire Google, les drives, les machins comme ça, souvent, on les paye pas ou on les paye pas cher. Mais déjà, pour tous ceux qui sont gratuits, un service gratuit peut s'arrêter à tout moment, je veux dire. Mais même sans parler de ce coût de stockage, il faut regarder la complexité technologique et l'énergie que ça prend. C'est phénoménal. Tous ces data centers dans le monde là, qui gardent ça, ils gardent des mégaoctets de données. Ces données, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent. Ça coûte de l'énergie, ça coûte cher. Et je sais qu'il y a déjà certains trucs qui commencent à faire du ménage. Parce que voilà, il y a des données, elles sont plus utilisées, elles sont plus lues. Et de toute façon, elles aussi doivent suivre cette évolution technologique, c'est-à-dire que c'est pareil, les disques durs, les systèmes de stockage, il faut que les data centers, ils les renouvellent de temps en temps, en faisant des backups, en faisant des choses comme ça. Ça a un coût, ça mange beaucoup d'énergie, et je pense que, alors moi c'est pareil, je suis pas très optimiste sur l'évolution de notre société et de tout ça, mais je pense que ça durera pas très très longtemps. Donc on se retrouve bizarrement
dans une époque où on a une quantité de données qui est phénoménale, qui est bien plus importante que ce qui, enfin, de tout ce qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité. Mais finalement, je pense que dans, dans 2000 ans, il en restera quasiment rien, quoi. On aura sans doute plus de données des Égyptiens d'il y a 3 ou 4 ou 5 000 ans, alors que nous, dans 3 ou 4 ou 5 000 ans, de tout ça, il restera absolument rien. Et c'est un petit peu dommage, quelque part. Alors, je sais qu'il y en a qui font gaffe, ils essayent de faire des capsules temporelles, des trucs comme ça. Je veux dire, ça reste peanuts par rapport au volume de données qui... Enfin voilà, tout ça, déjà pour vous dire que ces données-là, si vous voulez les garder, ce qu'il faut prendre l'habitude de faire, c'est de temps en temps, déjà de les trier pour garder que l'essentiel, mais les mettre à jour, les mettre sur des supports à jour, faire des backups. Parce que toutes les photos que vous avez gardées que sur une clé USB, un truc comme ça, voilà, les chances que dans 10 ans vous les lisiez encore, si vous ne les avez pas copiées, elles sont quand même très faibles. Enfin voilà, tout ça pour dire quoi finalement? Que déjà, sur une période faible, qui est la période déjà d'une génération soi-même, ou de quelques générations, en fait les objets ils durent pas longtemps, et ils durent sans doute même moins longtemps que ce qui durait dans le temps. C'est pour ça que finalement, est-ce que c'est vraiment si important que ça, je veux dire, d'attacher de l'importance à cette transmission? Moi, j'en suis pas sûr finalement. C'est une question qu'on peut se poser, mais personnellement, non. Après, il restera toujours des collectionneurs, mais je dirais même les collectionneurs, ils auront de plus en plus de mal à les garder opérationnels. Ceux qui gardent par exemple des vieilles voitures, des trucs comme ça, c'est pareil, au niveau technologique, c'est relativement simple, donc on peut éventuellement refabriquer les pièces et tout. Mais le gars qui garde, je sais pas, un ordinateur, un oscilloscope, un truc comme ça, les chances qu'il ait un jour, le jour où le FPGA dedans sera mort, de pouvoir le refaire, elles sont quasiment minimes. D'abord, parce qu'il faudrait savoir, enfin, déjà, il faudrait avoir les schémas, les trucs, et souvent on les a pas. Il faut avoir après la connaissance. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient capables de refaire ce genre de circuit. Donc, enfin voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, tous ces trucs-là, si on ramène ça dans le temps, ça ne durera pas. Et après, si on se projette même beaucoup plus loin, hein, dans les durées de 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, alors là, c'est catastrophique. Je veux dire, je pense que dans 10 000 ans, de toute notre belle civilisation, là, il restera finalement très très peu de choses. Hein, du fait justement que on a énormément de choses, mais c'est des choses qui ne durent pas. Et je ne pense pas qu'on laissera finalement énormément de traces. Cette vidéo que je suis en train de faire, déjà les chances qu'on puisse encore la voir dans 10 ans, elles sont très faibles. Dans 20 ans, elles sont encore plus faibles. Dans 100 ans, je suis quasiment sûr qu'on la verra plus. Quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi, c'est carpe diem en fait. Hein. Profitez de ce que vous avez, du temps présent on va dire, mais finalement, est-ce que ça a tant d'important que ça de vouloir donner comme ça de la pérennité aux choses, de la durée, bon, pas tant que ça finalement. Alors ce que j'essaye de faire là, moi, c'est justement, j'ai quand même quelques objets qui viennent par exemple de mon grand-père, et des objets qui sont simples, et je vais essayer quand même, alors moi j'ai pas d'enfants directement, mais d'écrire un peu leur histoire et de les donner à mes petits-neveux par exemple, ou mes petites nièces, de façon à ce que justement, éventuellement, ils puissent comme ça transmettre ces objets qui resteront simples. Et là, on peut peut-être espérer, juste pour le fun, quelque part, une transmission sur quelques générations. Et c'est vrai que moi, quelque part, ça me ferait plaisir d'avoir un objet où je sais, tiens, voilà, ça a été un truc qui appartenait à mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et avoir un petit peu son historique. Donc, si vous pouvez essayer d'initier un petit peu ce genre de chaîne dans vos familles, mais voilà, il faut le faire sur des objets simples, et de toute façon, si vous démarrez 10 chaînes comme ça, il y a des chances que même dans 5 ou 6 générations, il ne reste ne serait-ce qu'une, sont relativement faibles. Donc voilà, finalement, on est peu de choses. Hein. Qu'est-ce qui restera de moi 25 ans après ma mort? Peut-être des os, si je n'ai pas été cramé. Et je pense que c'est à peu près tout. Enfin, c'est bien de temps en temps de réfléchir à ça. Ça permet de se remettre un petit peu à l'échelle de ce qu'on est, non seulement dans l'univers qui est phénoménal, et plus dans le temps. Je veux dire, la vie, sa propre vie, c'est 50, 60, 70, 80 ans de vie par rapport à la durée des choses, je veux dire, de la Terre et autres, c'est vraiment, c'est peanuts, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que finalement, même si j'aime beaucoup mon labo, si j'aime tous ces trucs-là, je veux dire,
ça reste quelque chose qui reste très très ponctuel, je veux dire. Si on veut laisser des marques qui durent un peu plus dans le temps, c'est quasiment pas à la portée de simple humain. Il faut faire des pyramides, mais je pense que le modèle qui est Hobbs standard maintenant, il est un petit peu hors de portée, quoi. Je sais pas combien ça coûterait de refaire une pyramide comme ça, mais à mon avis, il y a peu de gens qui peuvent se la payer. C'est sûr. Ah Maurice, eh ben, ça faisait longtemps, qu'est-ce qui t'arrive? Pincette te fait la gueule. Ah bon, pourquoi? Bah tu lui as dit que pour toi, elle était la 8e merveille du monde. Eh ben alors c'est gentil. Et depuis elle te fait la gueule parce qu'elle dit c'est qui cette pétasse qui sont devant moi? Ah, jamais content. Bon, enfin voilà, j'espère que cette petite réflexion estivale vous aura intéressé et vous aura peut-être ouvert d'autres pistes de réflexion. Profitez bien du temps qui passe et de vos vacances si c'est toujours le cas. Et bien sûr, à bientôt pour de prochaines vidéos.